Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. La commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques de Guinée a présenté ce mercredi à la presse le rapport de ses activités réalisées et annoncé celles en cours et ainsi que des perspectives. Le Code de bonne conduite est un document qui engage les partis politiques dans la consolidation de la paix et le renforcement de la culture de la démocratie. Omar Sow. Depuis sa mise en place le 14 juillet 2016, la commission de suivi est animée par un directoire national et ceux régionaux. À partir de son installation, le bureau et ses sous-commissions qui composent la commission du Code de bonne conduite ont réalisé un certain nombre d'activités parmi lesquelles revient le porte-parole. Durant les visites dans les QG des partis politiques, les membres du directoire ont présenté la commission, échanger sur le contenu du code de bonne conduite des partis politiques et formuler des recommandations. Ils ont aussi rappelé la nécessité pour chaque parti signateur du code de s'acquitter des cotisations. À cette occasion, quelques exemplaires du code de bonne conduite des partis politiques ont été remis aux responsables des partis politiques pour une large vulgarisation auprès des militants à la base. En termes de perspective, la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée entend mettre en place dans un futur proche les démembrements préfectoraux de la commission de suivi. Elle prévoit également l'animation des émissions radio-télévisées afin de permettre aux citoyens de mieux connaître le contenu de ce code. Selon Mamadou Fofana, toutes ces activités visent à prévenir des troubles sociaux en période électorale. La promotion à travers les sensibilisations de la cohésion et de la paix lors des campagnes électorales en vue d'éviter tout accrochage entre les partis adverses. La mise en place d'un système d'alerte précoce à travers des structures de veille qui pourront intervenir en cas de menace ou d'atteinte à la quiétude sociale. Cette présentation du rapport sur les activités de la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques de Guinée intervient au moment où l'actualité politique du pays est marquée par l'attente de la publication par la CENI du chronogramme et le déroulement des activités y afférentes. La Ligue guinéenne des droits de l'homme, Ligido en abrégé, a bouclé ce mercredi son projet d'assistance juridique et judiciaire aux femmes et mineurs en milieu carcéral dans les maisons centrales de Conakry et de Kindia. C'est un projet qui bénéficie de l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Li Mariama Bailo. Ce projet résulte de plusieurs constats de la Ligido dans les prisons guinéennes et en particulier les maisons centrales de Conakry et Kindia. Ils sont au total 215 femmes et mineurs vivant en milieu carcéral qui ont bénéficié du soutien de la Ligido. Ce projet d'une durée de 6 mois était préalablement prévu pour 200 personnes a été allongé à 215 face à l'ampleur des besoins. Nous avons constaté que sur le plan juridique, notre pays est doté de pas mal de textes. En tout cas, sur le plan national, régional et international, en matière de protection des droits des détenus et particulièrement cette couche vulnérable que constituent les mineurs et les femmes. Et donc, sur le plan institutionnel, il y a également des organismes, les cours et tribunaux, etc., d'autres organismes qui ne sont pas forcément judiciaires, qui sont là pour protéger les droits des détenus. En dépit donc de ce cadre juridique qui protège les droits fondamentaux des détenus, la Ligido a constaté que des mineurs partageaient les mêmes cellules que les majeurs, aussi bien que des femmes qui partageaient les mêmes couloirs ou vérandas avec les hommes. Emmanuel Bamba propose des pistes de solutions. Dans chaque prison, on doit faire en sorte qu'il y ait une séparation catégorielle. Les femmes doivent occuper des cellules à part, les hommes également. Au niveau des femmes, celles qui sont déjà jugées doivent avoir des cellules à part. Celles qui sont en état de famille doivent avoir une cellule qui correspond, par exemple, à leur état physique. Celles qui allaitent aussi, parce que... Ne niant pas cet état de fait, le directeur national de l'administration pénitentiaire indique que cette situation n'est pas spécifique à la Guinée et cela serait dû à l'insuffisance des établissements pénitentiaires qui répondent aux normes requises. Oui, il y a la surpopulation carcérale, mais la surpopulation carcérale n'est pas spécifique aux établissements pénitentiaires guinéens.
Les causes sont multiples. Il n'y a que nos établissements pénitentiaires que nous avons hérités pour la plupart de l'ère coloniale sont des établissements vétustes, délabrés, à faible capacité d'accueil. Il faut rappeler que le taux de détention provisoire qui était de 100% concernant les détenus lors du démarrage du projet a été réduit à 36,06%. Le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest vient de doter les agents du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura d'engins roulants. La remise s'est faite hier mercredi à l'occasion de la visite de prise de contact du nouveau ministre dans les directions relevant du département des pêches, de l'aquaculture et de l'économie numérique. Aïssata Fofana. Poignée de main, accueil chaleureux, regard rassurant, voilà le souvenir qu'a voulu laisser le nouveau ministre de la Pêche et de l'Aquaculture lors de son passage dans les différentes directions de son département. Je suis là ce matin dans le cadre d'une prise de contact simplement. Je ne suis pas venu pour résorber les problèmes que vous avez. On aura le temps, c'est vrai, de partager, mais c'est simplement voir où vous êtes. Vous travaillez avec qui et comment vous êtes installé? Après une brève visite au Centre national de surveillance des pêches, Frédéric Loy a remis les clés de 8 motos et un pick-up aux agents du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura. Un présent offert par le PRAO pour dynamiser davantage le travail des chercheurs sur le terrain. Et ce geste ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. On est très franchement content de la visite, de prise de contact de M. le ministre. C'est des engins qu'on attendait il y a très longtemps. Maintenant qu'on les a eus, et très franchement, je ne peux que exprimer ma joie par rapport à ça. Dans les directions et offices sillonnés au nombre de 5, le message a été le même, le respect de la hiérarchie, celui des textes réglementaires en vigueur, mais surtout la cohésion sociale au sein des équipes pour l'atteinte des objectifs assignés. Je sais que vous essayez de faire du bon boulot comme tous les autres acteurs du service, du département. Je vous encourage. C'est une équipe qui gagne, comme j'aime à le dire. Travaillez avec vos collaborateurs, donnez-vous la main et nous, à notre niveau, nous ferons aussi le maximum de rester avec vous, de vous soutenir pour que notre département puisse atteindre les objectifs, disons, les objectifs fixés et surtout un résultat qui pourra vraiment être à la satisfaction de tous les Guinéens. Outre ces recommandations, le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a exhorté ses cadres à lister 10 problèmes et propositions de solutions en vue de faire face aux défis qui assaillent le secteur de la pêche. Des challenges que compte relever aussi le PRAO aux côtés de Frédéric Loy. Quelques semaines après l'éboulement des ordures à Dar Salam dans la commune de Ratoma, les dons de bonne volonté se bousculent aux portes des victimes. Ce mercredi, c'était au tour du Parlement des jeunes leaders de la société civile d'apporter des kits scolaires aux élèves sinistrés. Un geste d'ailleurs qui pourrait les épargner de l'achat des fournitures pendant au moins 5 années. Saloum Kondé. À première vue, sur le lieu de l'éboulement à Dar Salam, ce sont les familles des victimes qui peinent encore à retrouver une vie normale. Et justement, c'est pour faire face à cette situation que les aides de bonne volonté ne cessent de pleuvoir. C'est le cas, par exemple, du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Cette structure a apporté des fournitures scolaires composées de cahiers, d'ardoises, de sacs d'écoliers et de boîtes mathématiques, le tout pour les enfants des victimes. Des outils que des enfants pourront utiliser pendant longtemps. Nous avons nous aussi visé à l'approche ou plutôt l'ouverture des classes qui est prévue pour le 15 pour venir en aide à ces familles-là. Nous avons acheté des outils scolaires qui pourraient permettre à ces enfants des victimes de ne pas acheter, de ne pas recourir à un achat de fournitures scolaires durant 5 ans. Parce que nous avons acheté 5 cartons de cahiers, plus de 144 académies, 20 paquets de stylos, 2 douzaines de sacs, etc. Donc nous sommes venus vraiment, c'est une manière pour nous d'exprimer notre compassion
à la famille ou aux familles des victimes. Avant de s'exprimer, le représentant des familles victimes s'est d'abord incliné devant la mémoire des personnes qui ont trouvé la mort ce jour-là. Très ému, Mamadou Guiro Diallo a remercié les donateurs et d'ajouter que la vie est encore difficile dans cet endroit. Nous ne sommes pas contents pour la mort, mais nous sommes contents pour votre assistance. Nous souhaitons à ce que votre association soit grandie. Nous demandons, donc on vit ici péniblement parce que la vérité, ici ça sent mauvais. Bon, on n'a pas de l'eau pure, comme on dit, l'eau potable. Bon, normalement ici, nous ne voulons pas rester comme ça, vivre comme ça. Autre activité sur les lieux, c'est le marquage des maisons. Les éléments de cette équipe ont gardé le silence devant le micro. Et cette situation inquiète à date les responsables du quartier. Et avec 300 et quelques maisons, c'est pas facile. Je pensais qu'au moins ce qu'ils devraient prendre, même si c'était les 20 mètres du dépotoir, mais s'ils vont jusqu'à 100 mètres ou bien à 50 mètres, ça c'est trop. Et réellement, nous pensions que c'est les dépotoirs qui devraient quitter avant que les hommes ne quittent. Ces croix sur les murs viennent ainsi s'ajouter aux conditions de vie difficiles des sinistrés qui ne savent toujours pas où se trouver un toit. La problématique liée à l'insertion socio-professionnelle et économique des personnes handicapées demeure toujours un problème non résolu, surtout à Conakry. Et justement, pour attirer l'attention des autorités sur leur sort, la coordination des associations pour la défense des droits des personnes porteuses de handicap était ce jeudi devant la presse à Koleya dans la salle Mohamed Koula Diallo. Les explications avec Diao Bachir. Selon un recensement réalisé il y a quelques années par le ministère de l'Action sociale, les personnes porteuses d'handicap représentent 8% de la population guinéenne. Aujourd'hui, des constats montrent que l'insertion socio-professionnelle de cette couche vulnérable demeure toujours un défi à relever pour les autorités. Pour le coordinateur de cette association, aujourd'hui la principale préoccupation est de trouver un siège digne de nom pour recaser toutes ces personnes handicapées. Les gens que vous voyez avec moi, c'est des amis handicapés qui sont devant la grande mosquée et à travers la ville de Conakry, dans les grands carrefours, comme vous le savez bien. Nous n'avons pas de moyens. Nous avons lancé un appel à l'État il y a un moment. Nous nous sommes mobilisés d'aller voir le président de la République pour qu'il nous aide à avoir un siège digne de nous afin qu'on puisse réinsérer ces gens pour ne pas les laisser à l'abandon de la rue, de la nature. Le président nous avait instruit d'aller nous organiser afin qu'on puisse venir travailler avec son cabinet. Mais depuis lors, on a quitté la présidence, ça fait jour pour jour, 4 ans au jour d'aujourd'hui. Autre problème souligné par le coordinateur des associations pour la défense des droits des personnes porteuses d'handicap est le manque de transparence au sein même de la structure fêtière. Justin Bessia Camara sollicite alors l'intervention du ministère tutelle. Les actions sociales n'ont qu'à revoir au sein des organisations des personnes handicapées, parce que ça ne va pas du tout au sein de nous, ça ne va pas. Pour vous dire que le mandat est fini depuis plus de 8 mois, on va attendre qui? On peut écouter qui? Donc ces gens-là sont là, ils attendent encore les subventions pour faire ce qu'ils veulent. On ne veut plus ça. Le jour où on va entendre qu'ils ont donné la subvention, Allah, nous aussi, on va se mettre devant eux pour dire donner de d'autre part pour qu'on puisse travailler. Parmi les 500 personnes que compte l'association figure Aïcha Bangoura, une coiffeuse qui ne rêve que d'une seule chose, avoir un grand salon pour travailler et préparer l'avenir de ses enfants. Je fais la coiffure Chongone et je suis maîtresse. On a besoin du soutien de l'État. On peut s'organiser, gagner notre vie et quitter la rue. Parce que beaucoup sont mères de famille. Des correspondances sont déjà adressées aux autorités pour renouveler les instances de la structure fêtière, précise ce coordinateur. À peine les fonctions prises, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique retrousse les manches pour, dit-il, redonner à la culture guinéenne son souffle. Ce mercredi, Sanoussi Bantamasso et les cadres du département ont entamé une série de visites qu'ils rendent aux ensembles artistiques nationaux du pays. Sans tabou, les problèmes qui freinent le rayonnement de ces troupes ont été passés en point fin.
Bontolabi Keita. Depuis sa nomination à la tête du département des sports, de la culture et du patrimoine historique au mois d'août dernier, Sanusi Bantamasso ne tarit guère de perspectives. Au nombre de ses ambitions, rehausser le niveau de la culture guinéenne, aujourd'hui affaissé après des décennies de gloire. Le président Alpha Condé m'a fait venir pour ramener la culture guinéenne à la place qu'elle occupait avant. Parce qu'avant, quand tu disais la Guinée, c'est la culture et le sport. La jeunesse guinéenne a fait danser la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale. Par la culture et par le sport. Mais depuis un certain temps, il faut le reconnaître, que la culture traverse, c'est la traversée du désert. Vous traversez des moments difficiles. À la rencontre des ballets africains de Guinée, des ballets Joliba, du Bembea Jazz National, du Oroya Band ou des Amazones de Guinée, les cris de cœur sont les mêmes. Ce que je voudrais cependant affirmer ici, parce que je tiens à le dire, c'est la prise en charge des jeunes artistes que nous avons avec nous. Ils sont là la semaine, tous les jours, de 8h à 14h ou à 15h. À la fin du mois, ils n'ont absolument rien. Ça, c'est un problème parce que pour maintenir la discipline, il faut un minimum de conditions. Le numéro 1 du département de la culture ne promet certes pas ciel et mer aux artistes et hommes de culture guinéens, mais rassure de se battre à la hauteur de ses ambitions afin de hisser haut les couleurs du pays. Je vous rassure que si vous acceptez, nous ferons de très bonnes choses ensemble. Parce que j'ai la disponibilité. Je suis pragmatique. Je suis un homme de terrain. Mais je suis d'avance convaincu que nous ferons de très bonnes choses ensemble. Aujourd'hui, je suis venu juste vous rendre visite, connaître l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous avez donné un mémo. Je vais rencontrer maintenant les personnes qui connaissent très bien la culture. Nous allons échanger. Voir concrètement qu'est-ce qu'il faut pour relever la culture guinéenne. Ces séries de visites sont loin d'être terminées. Le vendredi prochain, le ministre et sa suite comptent aller à la rencontre d'autres artistes et hommes de culture pour d'éventuels entretiens. Parlons toujours culture pour dire que la beauté guinéenne fait peu à peu son comeback sur la scène internationale. Sacrée Miss Guinée 2017, Asmaou Diallo vient de hisser la couronne de la beauté africaine à Pretoria, en Afrique du Sud. Hier mercredi, la Miss Africa Continent a présenté sa couronne continentale au ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Fatou Kébé, Bontolabi Keita. Décrié par certains et applaudi par d'autres le lendemain de son élection au plus grand concours de beauté du pays Miss Guinée, Asmaou Diallo et le Komigi s'apprêtent à connaître des jours heureux. Élue Miss Africa Continent 2017 en Afrique du Sud, la Guinéenne s'apprête à représenter le pays au concours Miss Monde qui pointe à l'horizon. J'ai eu à dire au ministre de la Culture tout à l'heure qu'on a besoin de son soutien. Il faut qu'il nous accompagne comme ça se doit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu cette chance de remporter la compétition de Miss Africa Continent. Donc maintenant, il me reste une autre compétition qui est Miss Monde. Donc j'ai vraiment besoin que l'on nous accompagne tranquillement, mais surtout avec fierté. Et y compris ce qui va vraiment en suivre, c'est-à-dire surtout côté budget, parce que c'est ce qui nous manque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on en a pris beaucoup de dettes, le comité et moi, afin que je puisse vraiment aller représenter la Guinée en Afrique du Sud. Des cris de cœur qui semblent tomber dans de bonnes oreilles, le ministre de la Culture compte avec son département mettre tout en œuvre pour l'épanouissement du Komigi. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner. Merci. Et le jour à venir, comme je l'ai dit, le comité va rencontrer mon cabinet et discuter concrètement de l'organisation du comité et voir tout ce qui ne va pas en règle pour que la Guinée soit fière de ce comité. Je l'ai dit et je le répète. Il faudrait que la Guinée soit fière du comité qui organise l'élection Miss Guinée. Parce que le comité est différent
de ce que les gens font Miss Boro ou Miss RTG. Mais le comité là, c'est comme à peu près une propriété de la Guinée, parce que la Guinée met de l'argent dedans, la Guinée subventionne. Donc si on subventionne, on a le droit de regard. Pour ce prochain challenge qui est le concours Miss Monde, Asmaou Diallo compte donner le meilleur d'elle-même pour rafler cette nouvelle couronne et honorer la Guinée. Je vais donner tout ce que j'ai et surtout je vais travailler comme j'ai travaillé pour aller à Miss Monde, s'il faut redoubler d'efforts afin de pouvoir vraiment honorer la Guinée aussi à cette grande compétition qui réunit toutes les beautés du monde. Espérons qu'avec ce dévouement et le courage qui anime Asmaou Diallo, les couleurs de la Guinée flotteront sur le monde en matière de beauté. Autre actualité, les travailleurs du Grand Hôtel Casino demandent la réouverture de leur entreprise. Cette salle de jeu a été récemment fermée par la LONAGUI pour non-respect aux normes. Des accusations que les responsables de cet hôtel trouvent non fondées. Et le directeur général du casino voit en cette action de la LONAGUI un acharnement contre son entreprise. Ça, Alouyambouno. Ce sont plus d'une centaine de travailleurs qui expriment leur désarroi après 2 mois de chômage suite à la fermeture du Grand Hôtel Casino de Conakry. Une seule préoccupation les anime, reprendre leurs activités. Ça fait presque 2 mois que nous sommes en chômage. On est venu une nuit, on est venu un jour ici. D'un seul coup, on a trouvé que le casino était fermé. Alors que nous, c'est ici qu'on se débrouille. Il y a des mariés parmi nous. Nous, nos papas sont à la retraite. Donc, ils n'ont qu'à chercher, ils n'ont qu'à tout faire. D'essayer d'ouvrir ça pour nous. Parce que c'est chaud. Shérif, monsieur le président, Alpha Condé, venez au secours du casino. On veut l'ouverture dans l'immédiat. Il est reproché au casino de Conakry par la direction générale de la LONAGUI de n'être pas dans les normes. Des accusations que le directeur général de cet hôtel rejette en bloc. Aujourd'hui, sur le plan fiscal, nous sommes à jour. La Caisse nationale de la sécurité sociale à jour. Nous payons régulièrement nos redevances, nos factures, nos taxes à la LONAGUI. Pourquoi, depuis plus de 10 ans, nous sommes dans la légalité et en 2 semaines, voire maintenant 1 mois et demi, nous sommes dans la légalité? Ça a été un choix délibéré. Pour Keita Kaba, la LONAGUI a créé une situation ambiguë pour occasionner la fermeture du Grand Hôtel Casino. La LONAGUI, Chérif Aïdara, le directeur général, a refusé de nous donner le permis technique d'exploitation du casino qui nous a donné depuis plus de 10 ans, jusqu'au mois de juin, fin juin, et il a refusé de reconduire ça parce que tout simplement il voulait nous conduire dans l'illégalité. Moi je l'ai montré avec toutes les preuves, tous les éléments, que tous les permis depuis 2012 ont été livrés, donnés à la structure, à l'hôtel, Grand Hôtel, qui est une personne morale, mais pas une personne physique. Et voilà l'ambiguïté que Chérif a créée pour nous mettre dans l'illégalité. Au total, 125 personnes se retrouvent au chômage suite à cette fermeture du Grand Hôtel Casino. Le directeur général trouve également incompréhensible cette décision du huissier de justice qui a fermé une entreprise dans ce que Keita Kaba appelle une ambiguïté. En interactualité, Paris a donc accroché les anneaux olympiques. C'est confirmé, officiel, solennellement voté par le CIO. La capitale française va donc organiser les Jeux de 2024. Une première après 100 ans. Oubliez les échecs de ces dernières années et forcément, c'est l'euphorie dans le camp français. Suivez. Ils ne cachent pas leur fierté sur la photo de famille. La délégation française savoure l'annonce enfin officielle. La France accueillera les JO 2024. La maire de Paris est aux anges. Elle est là, on la ramène à la maison. Quand on vous accorde les Jeux Olympiques, c'est qu'on vous fait confiance. Quand on vous fait confiance, c'est plus facile de vous faire confiance à vous-même après. Donc beaucoup de confiance qui va arriver et d'optimisme. Et je pense que ça va faire du bien à notre pays. L'athlète Tony Estanguet, qui a défendu la candidature de Paris pendant 2 ans, a le sentiment d'une victoire. Il est pas mal ce diplôme. J'en ai eu quelques-uns des diplômes, mais celui-là, il est quand même particulier. Un diplôme qu'il offre aux athlètes français. Je tiens à remercier ces athlètes qui se sont mobilisés. Je pensais à eux tout à l'heure, je me disais, voilà, la nouvelle génération d'athlètes qui, en 2024, va courir. Ils doivent se dire là en ce moment, mais c'est magique.
Paris en 1924, Los Angeles en 2028. La relève, la voilà justement. À des milliers de kilomètres de Lima, les jeunes sportifs de l'Institut national du sport exultent. Les JO 2024 à Paris, c'est la promesse de grands moments pour ces jeunes athlètes. On est tous fiers d'avoir les Jeux à Paris, donc c'est incroyable. On fait tous du sport, tout notre objectif c'est de faire les Jeux, donc que ce soit à domicile, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Au même moment, au Trocadéro, les anneaux olympiques dévoilés, sous l'œil d'irréductibles fans de sport et athlètes venus malgré le déluge. Ça va rassembler. Ça sera un moment de fête et voilà, c'est pour tout ça que je suis contente d'avoir les Jeux parce que le sport est, je pense, un très gros outil aujourd'hui pour améliorer les conditions, pour s'intégrer dans la société, donc au même titre que l'école, voilà. On pense tout de suite au sport de haut niveau, au sport olympique, mais ce qui est extraordinaire pour nous, c'est de pouvoir répandre ça au cœur, au sein de la population, chez les plus jeunes, chez les personnes un peu plus âgées, chez monsieur et madame tout le monde qui va faire peut-être un peu plus de sport. Imaginez au Grand Palais les épreuves de taekwondo, d'escrime, ça va être fabuleux, des images fantastique. La France et Paris va être la capitale du monde pendant une quinzaine avec les Jeux olympiques et paralympiques, donc ça va être super. Après 3 échecs, Paris obtient enfin ses nouveaux Jeux olympiques historiques. Saint-Martin, avec le traumatisme d'Irma, dévastée par l'ouragan Irma il y a une dizaine de jours, l'île française a été détruite à 95%. Saint-Martin renaîtra, c'est ce qu'a assuré le président Macron lors de son passage de 2 jours auprès des sinistrés. Pas de quoi quand même à se rassurer, pas de quoi à assurer, je vais dire, ceux qui ont tout perdu, d'autant que désormais les secouristes craignent des risques d'épidémie. Suivez. L'île, autrefois si verte, ressemble aujourd'hui à une décharge à ciel ouvert, tant les déchets s'amoncellent un peu partout. L'heure est à la reconstruction et au nettoyage, mais la tâche est évidemment colossale. C'est une catastrophe, quoi. Il y en a beaucoup et l'île, c'est une île petite. Bon, on va se démerder quand même, mais on doit se démerder. Hein. Ce qui peut être brûlé l'est au plus vite, pour éviter que les odeurs pestilentielles déjà présentes dans certains quartiers se répandent à travers tout Saint-Martin. Ici, il y a des poubelles, elles sont là. C'est vrai qu'elles seraient mieux dans un endroit réservé aux poubelles. Mais apparemment, la route est défoncée, donc il faut refaire la route pour pouvoir acheminer les poubelles à l'endroit des poubelles. Donc voilà, il faut rester optimiste. Hein. Ça va se faire, ça va se faire. L'évacuation des débris est essentielle pour limiter la pollution des sols et celle de l'eau, que ces habitants viennent puiser en plein centre-ville, à défaut de pouvoir ouvrir leur robinet. Tout le monde essaie avec tous les moyens du bord de récupérer de l'eau. Donc c'est pas de l'eau pour boire, mais c'est pour se baigner. Pour se baigner, pour les toilettes. Pour les toilettes et tout ça. Avec l'insalubrité, les autorités craignent désormais l'apparition d'épidémies sur l'île. Ces derniers jours, plusieurs enfants de moins de 5 ans ont dû être évacués en urgence après avoir bu de l'eau de citerne non potable. À l'hôpital de Saint-Martin, le personnel médical n'exclut pas l'apparition de maladies très contagieuses, comme le choléra par exemple. La même chose qu'on peut avoir en Afrique en cas d'épidémie, ça peut arriver effectivement ici, compte tenu des conditions d'hygiène qui sont très délabrées, de la promiscuité des gens. Et voilà. C'est surveillance maximale. Surveillance maximale avec des messages qui vont passer à la radio, diffusés pour informer la population. Préventivement, 2 épidémiologistes sont arrivés à Saint-Martin ces dernières heures où la prolifération des moustiques est aussi redoutée. L'ONU au chevet des Rohingyas. Hier, le Conseil de sécurité a réclamé à la Birmanie des pas immédiats pour faire cesser une violence qualifiée d'excessive à l'encontre de cette minorité musulmane. Une communauté qui fuit en masse vers le Bangladesh voisin. Près de 400 000 personnes ont pris la route de l'exode. Suivez.
Des pas immédiats pour arrêter ce que l'ONU qualifie désormais de violences excessives contre les Rohingyas dans l'ouest de la Birmanie. Les Nations Unies qui interpellent directement le gouvernement birman. Réuni à huis clos ce mercredi, le Conseil de sécurité demande à la Birmanie de respecter ses engagements humanitaires internationaux. La situation humanitaire est catastrophique. La semaine dernière, il y avait 120 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Ce nombre a triplé désormais pour approcher les 380 000. Beaucoup sont dans des campements de fortune. Les femmes et les enfants qui arrivent sont affamés et malnutris. Le secrétaire général des Nations Unies appelle également à l'arrêt des opérations militaires dans la province birmane de Rakhine, celle-là même que fuient des centaines de milliers de Rohingyas depuis la fin du mois d'août. Réfugiés au Bangladesh, les membres de cette communauté musulmane sont installés dans des camps transformés en véritables bourbiers à cause des pluies à la frontière avec la Birmanie. De plus en plus nombreux à fuir, ils sont pourchassés et victimes de nombreuses discriminations en Birmanie. À la question sensible, s'agit-il d'un nettoyage ethnique? Antonio Guterres répond clairement par une autre question. Quand un tiers de la population Rohingya doit quitter le pays, y a-t-il un autre nom pour décrire ça? Aung San Suu Kyi, qui s'était engagé l'an dernier devant l'ONU à protéger les Rohingyas, ne s'est toujours pas exprimé sur la situation actuelle. La dirigeante birmane a même annulé son déplacement à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine et prévoit de s'exprimer à la télé birmane le 19 septembre. www.tamtamguinée.com. Voilà, sur ce site, vous pouvez retrouver cette édition de nos informations. Merci de votre attention et au revoir.